Ça y est. Pauletta dans la surface, la frappe. Oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Mesdames et messieurs, Parisiens et Parisiennes, bonjour et bienvenue pour ce tout premier numéro du podcast Passion Saint-Germain. Donc je suis vraiment heureux et ravi d'être avec vous aujourd'hui pour enfin lancer ce projet et de le présenter car c'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis très longtemps et j'espère que ce sera le début d'une grande aventure avec Sports Content à la production. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a 2 membres inconditionnels de cette équipe qui seront régulièrement parmi nous pour débattre autour du club de la capitale et vous illuminer de leur savoir. Je vais commencer par Joe. Donc, salut à toi, Joe. Salut Raph, salut à tous. Alors, on va débriefer, on va passer enfin à l'acte. Hein. C'est ce qui était dit depuis des semaines. Ouais, bah ça fait plaisir d'avoir enfin un podcast sur, comme tu l'avais dit dans ton brillant teaser que beaucoup de personnes ont dû entendre, le plus grand club de football en France. Et un des quand même des mastodontes européens aujourd'hui qui est le Paris Saint-Germain, donc ça fait plaisir d'avoir un podcast de passionnés aujourd'hui. Et oui, comme tu dis passionné, comme Ben qui est également avec nous aujourd'hui. Salut Ben. Salut Raph, salut Joe. Effectivement, très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure. C'est un projet sur lequel on travaille depuis de nombreuses semaines. Hein. Le PSG est un club qui déchaîne les passions en France, en Europe. Donc pouvoir y consacrer un podcast pour pouvoir échanger avec nos auditeurs, c'est forcément une très bonne nouvelle. Oui, une très bonne nouvelle, comme tu le dis, et on aura l'occasion de parler de l'actualité, des faits historiques et de plein de choses. On aura aussi d'excellents invités, des anciens joueurs qui, je l'espère, passeront également de bons moments. Donc là, les gars, à date d'enregistrement, on vient de passer la 15e journée de Ligue 1. On a fini la première phase de la Ligue des Champions. Donc on va faire un petit débrief de la mi-saison du club. Donc pour le moment, le PSG est second dauphin du LOSC à un seul point. 31 et 32 points à la 15e journée. Ils les affronteront d'ailleurs dimanche pour le premier très gros choc de cette saison, qui sera sûrement un tournant de cette saison. En Ligue des Champions, le PSG a terminé premier de sa poule avec 12 points et s'est qualifié dans la poule avec Leipzig en éliminant notamment Manchester United. Donc un bilan plutôt positif, mais il y a quand même des choses à redire. Il y a des choses qui ne vont pas spécialement malgré les résultats qui sont quand même au rendez-vous. Donc toi, je vais commencer par toi, Joe. Qu'est-ce que tu ressens actuellement plutôt du progrès par rapport à l'an dernier, une stagnation ou plutôt même une régression? Ça serait quand même extrêmement incongru de dire qu'on serait dans une progression. Je ne vois pas de stagnation parce que l'année dernière, au moins, le Paris Saint-Germain avait le mérite de dominer la Ligue 1 et d'être passé plutôt facilement de ces phases de poule en Ligue des Champions. Là, Paris essaie tant bien que mal d'accrocher la première place, voire le podium. La Ligue des Champions, c'est un miracle que le Paris Saint-Germain se soit déjà qualifié et en plus de ça, finisse premier de sa poule. Donc pour le coup, c'est quand même, on a vu beaucoup de limites aussi, même au niveau de Thomas Tuchel et de certains joueurs. Donc là, le Paris Saint-Germain, c'est quand même un avenir qui est extrêmement opaque et on ne sait pas trop comment peut se dérouler cette deuxième partie de saison. Est-ce qu'ils vont enfin arrêter d'avoir ce contre-coup du Final 8 ou est-ce que Paris va vraiment subir cette saison et être une saison ratée? Et quel avenir aussi même pour Thomas Tuchel? Et il y a plein d'interrogations dans cette équipe actuellement. Tu parles un petit peu du contre-coup du Final 8. Pour y revenir, le Paris Saint-Germain est vice-champion d'Europe. Pour toi, le Final 8 et le format, ça a été plutôt l'arbre qui cachait la forêt, ou ça a vraiment été une performance aboutie du club du PSG pour être aujourd'hui vice-champion d'Europe? On peut pas retirer leur parcours. Ils ont fait un parcours tout à fait plus qu'honorable. Ils ont été à leur niveau. Ils ont réussi. Ils ont éliminé à la Loyal Dortmund. Ils ont retourné une situation contre l'Atalanta. Alors quand ça arrive au Paris Saint-Germain, on est là à dire que c'est le PSG qui craque mentalement et que tous les mérites viennent à l'adversaire et on jette tout ce qu'on peut sur le Paris Saint-Germain. Là, quand c'est le PSG qui le fait, il faut les saluer aussi. Et puis il y a une belle maîtrise contre Leipzig et contre le Bayern. Ça a été un bon match, mais le PSG est juste tombé contre plus fort que lui. Donc ça a été une parenthèse enchantée.
je pense. Mais il y avait des limites dans le jeu avant ce Final 8 et il y en a encore plus même après ce Final 8. Donc je le vois presque plus comme une parenthèse enchantée et aujourd'hui on subit les conséquences de cet événement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et c'est vrai que, on va dire, ce format assez nouveau, en fait, a un peu biaisé la réalité du terrain. Et aujourd'hui, on voit que, enfin, pour moi aussi, je partage ton avis, il y a pas de progression. Et c'est assez dommage. Toi, Ben, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es quelqu'un de très passionné par la ferveur populaire du club, etc. Tu vas souvent voir des matchs. Est-ce que ce PSG-là te fait vraiment vibrer au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent? Tu veux dire depuis le début de saison ou tu inclus également le Final 8? Non, depuis le début de saison. Depuis le début de saison, je rebondis un peu sur ce qu'a dit Joe. C'est vrai qu'il y a une transition qui est quand même très violente, hein. On est passé donc d'une finale de Ligue des Champions, 10 jours après un premier match de championnat. L'adrénaline, c'est un peu comme les montagnes russes. Le match contre l'Atalanta, le match contre Leipzig et ensuite cette finale perdue contre Munich et tu reviens un peu à tes affaires courantes avec le championnat. Donc on peut pas dire que le PSG nous fasse rêver. Ils nous ont fait rêver cet été, donc on est encore un peu bercé par cette douce illusion de se dire, les gars, on a failli être champion d'Europe, alors malgré un format assez particulier, je l'entends, mais on est quand même passé à 2 doigts d'inscrire notre nom au palmarès, et derrière tu reprends une compétition que tu as gagnée de nombreuses fois ces dernières années, donc c'est vrai que le côté supporter et côté passion, on peut pas dire que on se lève tous les matins en se disant, ok, super PSG Lorient à huis clos, ça va nous faire vibrer. C'est faux. C'est sûr. Maintenant, C'est sûr. on reste avant tout supporter, donc on aime suivre cette équipe, notamment en Ligue des Champions, où on a vu que sur la phase retour, pour la première fois, on avait quand même retrouvé un peu ces émotions de cet été, le match contre Leipzig, où on a été largement dominé, mais qui s'est soldé par une victoire. Le match à Manchester, où là aussi, tu passes par toutes les émotions, avec un Cavani qui a 2 doigts de te planter un couteau dans le dos. Donc voilà, la Ligue des Champions, ça reste vraiment notre exutoire, mais au quotidien, il est très difficile d'être passionné, comme d'habitude, pour cette équipe, parce que sur le terrain, le jeu proposé n'est pas emballant. Et ce qui fait un peu le piment aussi côté supporter, c'est-à-dire les tribunes, les déplacements, la ferveur populaire, malheureusement à huis clos, tu l'as pas. Donc difficile de s'enthousiasmer pour cette équipe, mais en tant que supporter et en tant qu'amoureux du PSG, je pense que on prendra toujours plaisir à les regarder jouer. Non, mais au final, ce qu'on retient, c'est plutôt le contre-coup de la finale perdue et l'enchaînement des matchs avec la fatigue et aussi le manque de motivation. Parce que quand tu passes d'une défaite en finale des Champions contre le Bayern et que 2 semaines après, tu affrontes Lens en Ligue 1, c'est vrai que en termes de motivation, c'est assez délicat. Donc c'est plutôt ça qu'on doit retenir ou c'est plutôt, on va dire, des carences dans l'effectif et le fait de ne pas spécialement avoir remplacé certaines têtes, je pense notamment à Thiago Silva ou à Edinson Cavani ou même Thomas Meunier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Qu'est-ce qui bloque en fait par rapport à tout ça? Il était quand même bien remplacé, je trouve. Il était remplacé même par meilleur, si tu peux me permettre. Florenzi, je préfère Florenzi à Thomas Meunier. Je suis assez d'accord avec ça. Après, tout dépend du point de vue dans lequel tu te places. Si, par exemple, tu es un amoureux du PSG et tu vois tout sur le prisme des résultats et de la qualité de jeu, bon, le PSG est qualifié en Ligue des Champions. En Ligue 1, malgré des résultats plus que décevants contre des grosses équipes, ils sont pas détachés. Donc, tu peux te dire, OK, je vis ma saison de cette façon-là. Si tu es amateur du football, de ce qu'est le football, c'est-à-dire un football populaire qui se vit au stade avec les copains, les émotions, l'équipe sur le terrain, peu importe la qualité de jeu, c'est des émotions que tu n'es pas prêt de retrouver. Donc je ne sais pas si on peut placer la qualité de jeu et les émotions en tant que supporter sur le même plan. Après, il est clair que sur le terrain, il y a eu un recrutement tardif mais intelligent. Tu parlais de Thiago Silva, est-ce qu'il était nécessaire de le remplacer quand tu voyais les forces en présence en début d'année? Globalement, on pouvait se dire que Thiago Silva avait fait son temps au PSG. On se rend compte que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, si tu veux, l'intersaison a été tellement courte que c'est maintenant qu'on se rend compte un peu de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Moi, je comprends pas ce que tu veux dire, Ben, quand tu me dis que
entre l'amateur de football et le supporter, il y a deux visions différentes. Pour moi, la vision est la même. Aujourd'hui, de toute façon, le Paris Saint-Germain ne te donne aucune émotion sur le terrain. Que ce soit en tribune ou devant ta télé, dans le jeu, tu n'as aucune émotion et tu ne peux même pas aller au stade pour avoir cette émotion du stade. Et le problème, c'est qu'il est là, c'est que tout le monde est déçu en fait devant ce PSG par les circonstances qui sont indépendantes de leur volonté, mais aussi par le jeu proposé. Mais il y a des circonstances qui ne sont pas indépendantes de leur volonté. La qualité de jeu produit, l'investissement des joueurs au quotidien dans toutes les compétitions est complètement indépendant de la crise qu'on est en train de traverser. Exactement. Donc, si sur le terrain, tu as quand même un jeu alléchant, léché, des joueurs qui battent Marseille, qui battent Lyon, qui battent Monaco, c'est des performances qu'on réalisait les années précédentes. Bon, en tant que supporter, tu peux quand même trouver l'état d'esprit irréprochable et vibrer pour cette équipe, avoir des émotions par rapport aux résultats et à la qualité de jeu produit. Pendant le Final 8. Comme pendant le Final 8. Pendant le Final 8, on n'était pas en tribune et pourtant, on a quand même vibré devant ce Paris Saint-Germain. Le match contre l'Atalanta, tout supporter du PSG qui se respecte a vibré, a dû hurler devant sa télévision. Après, Joe, je t'interromps, mais c'est vrai que contre l'Atalanta, à 2 minutes près, on frisait la correctionnelle et que le spectacle proposé, il était surtout venu du numéro 10 brésilien et que beaucoup de joueurs avaient manqué à ce rendez-vous. Oui, mais aussi, il faut quand même, tu vois, genre quand même remettre les choses dans leur contexte. Il manquait Mbappé qui a joué avec une cheville blessée, Icardi qui n'était pas en forme, Di Maria qui était suspendu, Verratti qui était blessé. Tu reviens de 6 mois quasiment sans avoir joué. Les seuls matchs amicaux, c'était contre Le Havre, il y a eu 9-0, et une sombre équipe belge ou le Celtic Glasgow, et 2 finales de Coupe nationale. Donc face à l'Atalanta qui, elle, justement, avait quand même repris son championnat et était en rythme. Donc Paris avait quand même des circonstances atténuantes et a réussi à renverser la situation. Et tu sais, le Chelsea de Dembaba, on retient seulement la défaite du PSG et la remontée de Chelsea. La remontada, on retient pas le match pitoyable du Barça, on retient simplement le fait qu'ils aient renversé la tendance en 7 minutes. La défaite contre Manchester au Parc des Princes, on retient pas le fait que Manchester n'ait rien fait, on retient seulement qu'ils aient complètement renversé la tendance et que Paris ait craqué. Bon, alors, quand ça arrive au PSG, autant un peu en profiter et dire que Paris a eu quand même les ressources mentales pour renverser complètement une situation en 2 minutes. Et ça, c'est quand même fort, il faut le reconnaître. Ok, là, on parle du match en lui-même. La question qui était posée, c'était, à l'heure actuelle, est-ce que, en tant que supporter du PSG, on ressent une émotion particulière? Et sinon, pourquoi? Est-ce que c'est lié à l'absence du retour en tribune? Est-ce que c'est lié à la qualité de jeu? Moi, je pense que les deux choses peuvent être différenciées. En tant que supporter, effectivement, le fait de ne pas pouvoir aller au stade est hyper handicapant, mais tu peux quand même t'enthousiasmer par la qualité de jeu produit. En tant qu'amateur de football, peu importe que tu le vois le match chez toi ou au stade, c'est vraiment les émotions sur le terrain qui vont te faire aimer un club, un joueur. Et donc, pour répondre à tes questions, Raphaël, effectivement, à l'heure actuelle, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que tu sois amoureux du football, amoureux du PSG ou supporter du PSG, tu n'as ni la qualité de jeu espérée, ni les émotions en tribune. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, à part une mi-temps contre Manchester, c'est très dur d'être supporter du PSG. C'est vrai qu'aujourd'hui, surtout avec ce qui s'est passé il y a quelques mois et le retour, on va dire, sur terre des différents événements et la Ligue 1, et on va y revenir là dans un prochain sujet. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui d'avoir cette passion et cette vision justement sportive avec les résultats qu'on connaît. Donc là, Jonathan, tu as mentionné le match, notamment la remontada contre le Barça. Et il y a eu lundi dernier le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et comme un symbole, le Paris Saint-Germain va retrouver son meilleur ennemi, à savoir le FC Barcelone. Donc on rappelle, marqué par l'élimination en 2013 contre le Barça, en 2015 également, en 2017 avec l'épisode de la remontada, quelques mois après avec la signature de Neymar, ancien joueur du Barça, pour le Paris Saint-Germain. En fait, est-ce que c'était pas le tirage parfait pour enfin en découdre, Joe? Tirage parfait, en fait, je suis partagé. Qui doit parler, le journaliste ou le supporter? Parce que le journaliste, il va te dire que c'est un tirage qui n'est pas spécialement positif pour le PSG, quand tu sais qu'à côté de ça, tu pouvais prendre des équipes qui étaient bien plus abordables.
des équipes comme Porto, comme Mönchengladbach, comme Séville, tu vois, où bon, certaines de ces équipes font de bonnes saisons, mais tu sais très bien que sur le papier, le PSG est au-dessus et doit être au-dessus, doit se qualifier. Le Barça, ça reste le Barça. Donc, et tu ne sais pas comment seront les Barcelonais dans 2 mois. Dans 2 mois qui est le match aller, dans 3 mois qui sera le match retour. Donc, ce serait un peu prétentieux de dire que c'est un bon tirage. C'est vrai que, excuse-moi, je t'interromps, c'est vrai que la vérité d'aujourd'hui, et on l'a bien vu avec les Parisiens en 2018, quand le Real Madrid n'était pas en forme, on sont revenus en février-mars avec la mentalité Ligue des Champions qu'on connaît, Dortmund qui avait recruté Erling Haaland entre-temps et qui faisait beaucoup de mal, Manchester United quand on les avait affrontés et que Mourinho s'est fait licencier quelques jours après et que Manchester a enchaîné une série de victoires également en Première Ligue. C'est vrai que cette période-là est assez trouble et c'est un peu délicat de répondre, mais sur la symbolique et le fait qu'on connaisse vraiment bien l'adversaire, il y a quand même des motifs d'espoir et de motivation pour les Parisiens. Tu te dis surtout qu'en tant que supporter, c'est quelle meilleure opportunité pour laver cet affront qui est arrivé au PSG il y a 3 ans. Pour le coup, t'as ce match qui est déjà pour beaucoup de ces joueurs qui sont encore là, ça va être une revanche. Pour Neymar, ça va être une revanche aussi, parce il est quand même parti en mauvais termes avec le Barça. Alors certes, il a voulu y revenir, mais enfin bon, c'était surtout pour quitter le PSG parce qu'il avait un mal-être. Mbappé a l'occasion quand même de marquer les esprits face à un très grand d'Europe, même s'il l'a toujours pas fait en Ligue des Champions. On espère qu'il sera enfin décisif dans un grand match. Donc pour le coup, tu as plein de symboliques autour de ce match où tu te dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant où vraiment tu te dis, il faut laver l'affront parce que tu l'entends. Qui n'attend pas 1 ou 2 fois par semaine une référence sur la remontada d'il y a 3 ans? On peut enfin essayer de tourner la page. Quelle meilleure occasion que celle-ci. Donc, voilà. C'est exactement ça. Moi, je partage aussi cet avis-là. Je me dis que c'est ça, c'est qu'au final, Paris doit montrer et doit prouver son statut de vice-champion d'Europe contre un Barça qui s'est quand même fait torpiller 8-2 lors de son dernier match à élimination directe de Ligue des Champions par le Bayern Munich au Final 8. Donc, le Paris Saint-Germain aurait pu tirer également la Lazio, l'Atlético Madrid qui est aussi un gros poisson, mais des équipes un peu plus peut-être pièges comme Mönchengladbach, l'Atalanta et Séville, tenant du titre de l'Europa League, ou même Porto. Toi, Joe, Ben, pardon, quel est ton feeling, toi? T'es plutôt content de ce tirage ou pas? Alors honnêtement, lorsque j'ai vu donc les 7 équipes qu'on pouvait affronter, je me suis fait un petit classement et j'ai pas mis Barcelone dans les équipes que je souhaitais tirer. Mais avec le recul, mais le problème c'est que le tirage au sort est bien trop tôt par rapport à la tenue du match. Mais avec le recul, tu te dis c'est pas un si mauvais tirage que ça. Le Barça cette année, on peut pas dire que c'est le Barça des années Guardiola. Ils perdent beaucoup de points. On est dans une année en plein dans le Covid, donc la récupération des joueurs n'est pas la même. T'as un Messi qui est sur le déclin, que beaucoup annoncent au PSG la saison prochaine. Donc ça aussi, ça va être quelque chose d'important à suivre, notamment pendant le mercato d'hiver, parce que c'est clair que si les rumeurs se font de plus en plus insistantes, la venue de Messi à Paris pour jouer le match de Ligue des Champions va avoir une toute autre saveur. Maintenant, c'est l'année ou jamais. C'est-à-dire que là, c'est une occasion rêvée, comme vous l'avez dit, de fermer un chapitre qui, pour beaucoup de Parisiens, est encore très douloureux, bien plus que Manchester. Parce que là, autant Manchester, c'est un match qui relève un peu du surnaturel, autant Barcelone, ça a été une défaite, mais collective, à tous les niveaux. Il y a quand même un peu de surnaturel quand même dans le Barça, permets-moi de le penser. Moins. Ouais, il y en a moins, c'est vrai, je suis d'accord avec. Parce que Barcelone, t'es chez eux, tu prends un début très tôt, tu te rends compte que beaucoup de joueurs sont expérimentés, au cœur du match, le ballon leur brûle un peu les pieds, alors que Manchester, t'as gagné 2-0 à l'aller, t'es au parc, t'égalises. Enfin, là, pour le coup, ça a été vraiment un choc, Manchester. Barcelone aussi, mais bon, avec le recul, je le mets quand même devant Manchester. Et tu te dis que, voilà, cette année, tu as les qualités pour passer, tu es pour la première fois considéré comme un favori, et tu pars du principe surtout que si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu es obligé de battre un Barcelone comme ça. Tu auras le match retour au Parc des Princes, potentiellement avec du public. Enfin, tous les voyants sont au vert. Neymar n'est pas blessé, enfin on espère.
Mbappé se sera remis la tête à l'endroit, enfin on l'espère, et tu auras une équipe compétitive pour passer sur Barcelone. Alors, à mon avis, on n'aura pas droit au même scénario 4-0 à l'aller, 600 au retour, mais c'est l'année ou jamais pour vraiment mettre Barcelone hors de la case des malédictions et puis continuer sur cette Ligue des Champions, parce qu'encore une fois, si tu veux la gagner, ça passe par battre le Barça, surtout dans ces conditions-là. Exactement. Et puis, il faut aussi rappeler que contrairement à la confrontation de 2017, Paris recevra au retour. C'est très important, ça. Exactement, c'est un détail négligeable. Et ça change beaucoup de choses. Pour finir sur ce... Toi, par exemple, à l'inverse, tu avais perdu 6-1 là-bas. Bon, au retour, tu abordes le match un peu différemment. Oui, mais Ben, je te rappelle, contre Manchester, tu avais gagné 2-0 là-bas et tu as perdu 3-1 au Parc. Donc, c'est pour ça que je mets Manchester vraiment à part, dans le sens où Manchester, tu as un partout jusqu'à la 60e. Et tu perds 2-1, je veux dire, t'égalises rapidement, tu perds 2-1 et jusqu'à la 60e, tu as le PSG qui attaque et passé la demi-heure dans la dernière demi-heure de jeu, le PSG se liquéfie et ils prennent un but à la 90e sur un penalty qui fait encore débat de nos jours. Donc il faut vraiment pour moi scinder les deux matchs et le retour au Parc aura son importance. Avant de passer au sujet un petit peu plus raccord à la Ligue 1, c'est un peu tôt pour se prononcer, mais pour vous, là à l'heure actuelle, qui est plus favori? 50-50? Le PSG. Le PSG. Le PSG est plus favori parce qu'en Ligue des Champions, notamment sur la phase retour, ils ont montré quand même qu'ils avaient franchi un cap. Alors ok, la victoire contre Leipzig à domicile sur un penalty, on peut pas dire que c'était une grande victoire, mais il y a quelques années, ils n'auraient pas forcément tenu ce résultat. Et puis surtout à Manchester, un partout, et ils vont chercher la victoire 3-1. C'est-à-dire que jusque dans les dernières minutes, ils attaquent au risque de se faire contrer. On l'a vu avec Cavani. Ils n'ont pas eu peur d'aller chercher ce but qui a vraiment changé beaucoup de choses dans ce groupe-là. On l'a vu, d'ailleurs, Manchester a été éliminé. Donc honnêtement, pour moi, Paris est favori. Bon, c'est du 50-50 pour moi parce que vu la faiblesse des deux équipes, avec n'importe quelle autre équipe, je t'aurais dit que, en tout cas, du premier chapeau européen, je t'aurais dit que Paris était largement outsider. Là, comme le Barça est quand même catastrophique depuis le début de saison et que Paris n'est pas meilleur du tout, parce que j'entends bien contre Leipzig, mais enfin bon, Paris est quand même absolument ridicule dans le jeu. Contre Manchester, ils peuvent remercier Martial qui loupe l'immanquable et Cavani qui touche la transversale, et Martial aussi qui est sauvé par Marquinhos. Bon, moi je veux bien qu'on me dise ce qu'on veut, mais c'était quand même extrêmement poussif et parfois même miraculeux. Donc aujourd'hui, je n'aurais pas la prétention de dire que Paris est favori face au Barça. Bien que ce soit un Barça très malade, le PSG aussi est très malade parce qu'on ne sait même pas, et je pense que je vais peut-être faire une petite transition, Raphaël, sur le sujet d'après, parce qu'on ne sait même pas si Thomas Tuchel va finir la saison après le match contre Lille de ce dimanche. En tout cas, on arrive à se voir les yeux fermés comme sur un terrain, mais oui, on va revenir sur ce sujet-là. Et avant de passer sur ce sujet-là, je suis assez d'accord avec toi, avec la circonstance des 2 mois d'attente et les deux équipes qui sont pas dans leur meilleure des formes. C'est vrai que moi, c'est assez similaire. Hein. Moi, je vois un peu un match assez serré, enfin une double confrontation assez serrée. Donc là, 50-50 également pour moi. Pour le sujet Ligue 1, donc on va revenir sur les 2 derniers matchs, donc les 2 matchs au Parc, donc contre Lyon et contre Lorient, donc 2 matchs plutôt moroses, hein, avec des Parisiens en quête d'identité de jeu depuis X nombre de mois, voire d'années. Thomas Tuchel, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut mettre en place en termes de choix. Là, ça fait quelques semaines qu'il est sur un 3-5-2 ou un 5-3-2. Je ne sais pas si vous considérez les latéraux comme des défenseurs ou des milieux, avec notamment contre Lyon, Danilo, Diallo et Kimpembe dans l'axe avec l'absence de Marquinhos, Florenzi Bakker. Alors là, il avait testé un milieu à 3, Paredes, Di Maria, Verratti, alors que contre Lorient, il avait retitularisé Rafinha, Gueye et Herrera. Alors, voilà, je vais revenir d'abord sur le match contre Lyon. Il y avait aussi Mbappé qui était sur le banc. Les Parisiens qui n'avaient pas été vraiment transcendants une nouvelle fois face à un gros du championnat. On rappelle que le Paris Saint-Germain a perdu contre 3 gros du championnat de France. À Monaco 3-2, contre l'OM en début de saison 1-0 au Parc, et sur le même score contre Lyon, ce qui est très inquiétant. Et ce qu'il faut savoir aussi, Tuchel, qui a parlé en conférence de presse, a avoué s'être trompé sur son dispositif tactique contre Lyon, à avoir changé 3 joueurs qui avaient débuté contre Başakşehir quelques jours avant, notamment Marquinhos. Donc pour vous, est-ce que le 3-5-2 ou le 5-3-2 par Tuchel, c'est la bonne formule pour vous?
Vu ce qu'il nous montre sur le terrain, non. Non, clairement, on peut pas dire ça. Il y a eu la preuve, c'est qu'il a été facilement maîtrisé par Rudy Garcia face à l'OL. Pour Paris vraiment a produit un jeu plus que minable. Et puis contre Lorient, je suis désolé, Paris profite d'une situation où Lorient est injustement à 10, mais a subi un nombre d'occasions, et pas de petites occasions, des très grosses occasions, avec un miracle de Rico dans les buts, un poteau, 3 face-à-face manqués, mais pas des vrais face-à-face. J'ai l'impression que le PSG, c'est ce que je disais hier sur Twitter, le PSG est devenu une caricature d'équipe de Bundesliga. C'est-à-dire que ça se projette vers l'avant n'importe comment, tout pour l'attaque, mais derrière, il n'y a absolument aucun équilibre d'équipe, des trous béants. N'importe quelle équipe peut partir en contre-attaque et être en supériorité numérique. Et ce fut le cas contre United, ce fut le cas contre Lyon, ce fut le cas contre Lorient hier. Donc, pour le coup, tactiquement, il y a aucun équilibre d'équipe, donc ce 3-5-2, 5-3-2 on a déjà vu, c'est un peu un serpent de mer qui revient régulièrement, on voit bien qu'il marche pas du tout, et on l'a vu encore une fois sur ces dernières rencontres. Je pense que Tuchel doit rapidement passer à autre chose, mais le problème qui est plus large dans ce Paris Saint-Germain, et je vous pose une question très sérieuse, est-ce qu'on a une équipe type? Parce que moi, je ne trouve pas d'équipe type, je n'ai pas de 11 types en tête. Et c'est peut-être là le problème. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'au gré des blessures, mais même au-delà des blessures, même au-delà des blessures, donne-moi le 11 type. Ah si, il y a quand même un 11 type. Après, tout dépend dans quel système tu veux jouer. Mais moi, je vois bien un 4-3-3 avec Navas, Marquinhos, Kimpembe. À gauche, bon, il est blessé, mais Bernat. À droite, Florenzi. Au milieu de terrain, Danilo, Verratti. Vraiment Danilo? Parce que pour Tuchel, Danilo a quand même fait de très belles choses en Ligue des Champions. Danilo, Verratti, Paredes. Et on l'a vu que l'association Paredes-Verratti n'a pas marché. On l'a vu contre Lyon, on l'a vu contre Lorient. Pas Lorient parce que Verratti n'a pas joué, mais on l'a vu quand même dans plusieurs matchs. L'association Verratti-Paredes ne marche pas. Il se marche dessus. Et Danilo au milieu de terrain, je veux bien, mais il y a quand même, on a vu quand même quelques carences. Ça manque d'équilibre. Et même l'attaque, le 4-3-3, à chaque fois, on voit quand même toujours cette équipe coupée en deux, avec les offensifs qui font pas les efforts défensifs. Un Mbappé en 9, ça ne marche pas, Mbappé en 9. Là, le problème vient surtout du trio offensif qui ne revient pas. Même Mbappé en 9, ça ne marche pas. Il a besoin d'un attaquant autour de lui comme à Monaco. Tu as Moise Kean et à terme Icardi pour jouer numéro 9. Mbappé en 9, c'est pas son poste. C'est ce que je te dis. Donc tu mets qui en attaque? Tu mets pas Di Maria? Tu mets pas Di Maria en attaque? Tu mets qui? Tu mets Moise Kean? Tu mets Icardi? Icardi, on a vu quand même qu'il faisait pas les replis défensifs. Donc est-ce que Mbappé va les faire? Il y a trop d'incertitudes autour de cette équipe. Il y a trop d'incertitudes. Tu n'as pas de vrai plan de jeu. Tu n'as pas de 11 défini. Tu n'as rien. C'est un immense point d'interrogation, cette équipe. Un immense point d'interrogation. Et le problème, c'est qu'en plus de ça, tu as un coach qui a du mal à mettre ses idées en place. De plus en plus de mal. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, en tout cas, c'est mon avis, c'est que j'ai l'impression que Paris est une vulgaire équipe de Bundesliga. Avec les qualités comme les immenses défauts que peuvent avoir certaines équipes. Pour revenir, alors pour appuyer ce que tu dis, Joe, je suis vraiment entièrement d'accord avec toi sur ça, parce que des stats qui vont témoigner un petit peu tes propos. Par exemple, contre Lyon, on sait qu'en Ligue 1, une équipe moyenne de Ligue 1 réussit en moyenne 10 dribbles par match contre le PSG. Les Lyonnais, vous savez, ils ont réussi 20 dribbles réussis contre le Paris Saint-Germain, soit le double, notamment avec Paqueta, Aouar qui ont réalisé un très gros match et qui ont englouti le milieu parisien. Donc ça montre une grosse différence de poids contre une équipe avec un milieu de terrain bien fourni. Et quand on sait que le Paris Saint-Germain a eu des grosses lacunes au niveau de ce secteur de jeu-là, on peut se poser des questions. Mais toi, Ben, qu'est-ce que pour toi, c'est plutôt, enfin, le match contre Lyon, c'était plutôt une défaite du plan tactique mis en place par Tourelle, ou une défaite tout simplement des 11 acteurs sur le terrain? Je pense que il y a pas que les joueurs. Il y a pas que les joueurs. Il y a aussi tout un contexte. Tu sors d'une semaine en Ligue des Champions qui a été marquée par l'affaire de racisme entre le quatrième arbitre et Istanbul Başakşehir. Donc tu as beaucoup de joueurs qui se sont investis émotionnellement, personnellement. Tu as Mbappé qui joue tout le match et bizarrement 4 jours après il est sur le banc alors qu'on parle quand même d'un gros match de Ligue 1. Tu as Tourelle qui est complètement en roue libre.
on peut pas incriminer la défaite uniquement aux joueurs sur le terrain et au milieu. Alors effectivement, Joe mettait en avant que Paredes et Verratti se marchaient dessus, que Danilo a très vite été effacé par le milieu de terrain lyonnais. Lyon n'a qu'un match à jouer. Ils étaient venus vraiment, il l'avait dit d'ailleurs, ils étaient venus au parc pour gagner, pour mettre fin à une série de mauvais résultats sur la capitale. Donc il y a beaucoup de facteurs. Je pense aussi que l'absence de public fait que des matchs comme PSG-Lyon n'ont pas la même saveur. Donc, quand tu sors du match et que tu as perdu contre Lyon, Marseille, Monaco, les joueurs ne se rendent pas forcément compte de l'impact qu'a un match comme ça pour leurs supporters. Donc, tu penses que l'absence de public pénalise le Paris Saint-Germain? Je pense. Alors, ça ne devrait pas le pénaliser parce que quand tu es joueur de haut niveau, tu dois prendre les matchs avec le sérieux qu'il mérite, mais quand tu rentres dans un stade plein, avec une ambiance électrique, avec des banderoles, avec des tifos, etc., naturellement, tu retrouves un supplément d'âme, on va dire. Et là, rentrer dans un stade vide... Je pense que là, ça va au-delà du supplément d'âme, Ben. Le problème, et moi je vais vous le dire, ce qui est triste à dire, c'est que je pense que qualitativement, le milieu de terrain de Lyon est bien meilleur que celui du Paris Saint-Germain. En tout cas, celui qui était sur le terrain dimanche, ça je suis d'accord. Mais c'est quasiment les titulaires, Ben, c'est quasiment les titulaires du PSG pour le coup. Le milieu de terrain, Paredes, Verratti, Rafinha avec Paredes, Verratti, Di Maria et derrière Danilo sont quasiment les titulaires qui sont là. Et quand tu les vois qualitativement, le milieu de terrain de Lyon est bien meilleur. D'accord, parce que en gros, tout à l'heure, tu parlais d'équilibre. Les points forts du PSG, c'est la ligne défensive, qui est quand même de très grande qualité, et surtout le trio offensif, qui est pour moi l'un des meilleurs au monde. Et donc, du coup, face à ces deux forces en présence, le milieu pâtit un peu des qualités dans lesquelles il est pris en sandwich. Et Lyon n'a pas forcément le même trio offensif, encore moins la même ligne défensive, et le milieu ressort comme étant vraiment la ligne dans laquelle ils ont les meilleures individualités. Mais parce que c'est celui qui fait vivre ton jeu, Ben. Si t'as un très bon milieu de terrain, c'est ce qui va bonifier ton jeu. Et à côté de ça, tu me parlais de la ligne défensive. Attends, je finis juste 2 secondes. Tu me parlais de la ligne défensive du PSG qui est bonne, mais je suis pas d'accord avec toi. Elle est de moins en moins bonne. Quand tu as Marquinhos, Kimpembe, y a rien à dire. Voilà. Mais Bakker ou Kurzawa à gauche, parce que Bernat est encore blessé pour de longues périodes. Et à droite, tu as Florenzi qui n'est pas un défenseur droit de métier et personne d'autre derrière. Et Diallo ou Kerrer dans l'axe, c'est pas du haut niveau. Non, mais là, on parle d'une ligne défensive titulaire. Évidemment que dans le cas présent avec Bakker ou une défense à 3 comme on a pu le voir contre Lorient, l'argument ne tient pas. Mais avec une équipe au complet, la ligne défensive et la ligne offensive sont pour moi vraiment de très bonne qualité. Et le milieu du PSG en pâtit parce que quand tu as des joueurs qui ne sont pas forcément complémentaires, dans lesquels il y a énormément de turnover, là encore hier Herrera, Draxler qui va revenir, Di Maria qui joue entre l'attaque et le milieu, et c'est cette ligne-là qui s'en retrouve affaiblie. Tout le contraire de Lyon où tu as 3-4 joueurs parfaitement installés qui ont éteint le milieu du PSG. Après, offensivement, Lyon a loupé énormément d'occasions. Le PSG, de son côté, n'a pas fait ce qu'il fallait pour mettre à mal cette défense. Mais il y a aussi tout un contexte. Il y a une semaine de Ligue des Champions. Il y a eu beaucoup d'affaires extrasportives. Et surtout, je pense, ce match qui n'a pas été pris à la hauteur des joueurs dû au contexte qui rend ces affiches fades. Et il faut aussi, alors tu parlais aussi de l'ambiance supplément d'âme qui manque, mais quand on voit le but concédé inscrit par Kadewere, la passe manquée de Kimpembe et Danilo et Paredes totalement déconcernés, enfin ils n'étaient pas du tout concernés par l'action en fait. On voit même Paredes marcher. C'est dire le manque d'implication du milieu de terrain et de la défense sur ces phases de jeu. Malheureusement, Kimpembe se trouve complètement sur sa passe, donc je pense qu'après ça va tellement vite. En une passe, Kadewere se retrouve. Ouais, mais tu vois quand même Paredes. Tu vois quand même Paredes. Excuse-moi, je te coupe. Quand un joueur de haut niveau, il faut surtout au milieu de terrain, il faut s'attendre à pouvoir parer à toute situation. Je suis d'accord.
Donc là, on va basculer un petit peu sur le match de mercredi contre Lorient, où les Parisiens ont retrouvé le goût de la victoire. Les 30 premières minutes marquées par une forte possession des Parisiens, mais surtout la première mi-temps avec quelques contre-attaques lorientaises qui ont encore mis à mal la défense parisienne. On sentait les Parisiens fébriles sur la première mi-temps, malgré la barre transversale de Herrera sur sa frappe, bien inspirée d'ailleurs, parce que c'était une belle frappe. Et en deuxième mi-temps, le tournant du match, forcément, la faute avec l'excellent service de Rafinha, avec ce penalty et carton rouge de Gravillon. On est tous d'accord pour dire que le carton rouge est trop sévère. Ah, trop sévère, beaucoup trop. Moi, quand il a sifflé, je me suis même demandé à vitesse réelle s'il sifflait pas contre Mbappé. Ensuite, au ralenti, bon, on voit bien qu'il le pousse par derrière. Mbappé est lancé, donc c'est vrai que la chute est légèrement exagérée, mais bon, le carton rouge, honnêtement, non, il n'était pas du tout mérité. Et puis Mbappé qui inscrit le penalty, deuxième but de Keane qui marque son 6e but si je me trompe pas en Ligue 1 au Paris Saint-Germain en Ligue 1 avec cette 6e but tout court au Paris Saint-Germain avec cette mise de Rafinha qui a encore montré une fois ce soir qui prétendait à sa place de titulaire dans le 11 de départ. Au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match à part un grand Rafinha? Rien. Tout simplement. Rien à retenir parce que depuis plusieurs semaines, tu n'as rien à retenir dans le jeu. Tu as même les meilleures individualités qui ont de plus en plus de mal. Tu vois quand même Mbappé qui a du mal, Neymar qui peut parfois avoir des fulgurances assez extraordinaires comme contre Manchester United ou contre Başakşehir, mais qui peut plonger comme contre Lyon. T'as Di Maria qui n'est pas revenu de son Final 8 et de son match contre Leipzig. T'as Kimpembe qui est capable du meilleur comme du pire. Kerrer, pareil. Enfin, il n'y a pas de continuité et il n'y a pas grand-chose à retenir, quoi. C'est ça qui me fait un peu peur, c'est que j'entends l'aspect physique depuis le début de la saison, et c'est vrai qu'ils ont enchaîné, ça a été compliqué les 6 mois d'arrêt, c'est compliqué de jouer tous les 3 jours, il n'y a pas de public, donc c'est une ambiance qui est particulière, ça je l'entends, et il n'y a aucun souci. Mais le problème, c'est que tu ne vois aucun, je sais pas, une espèce de début de montée en puissance, quoi. Tu vois pas ça. Tu vois toujours cette espèce de stagnation dans le jeu. Alors physiquement, ils ont l'air moins cramés à la 30e minute, donc c'est au moins un peu rassurant. Mais sinon, dans le jeu, tu n'as aucune progression et au contraire, tu vois presque de la régression pour moi. De la régression parce que le niveau de la première mi-temps qu'a pu jouer le Paris Saint-Germain contre Leipzig à Leipzig, j'ai toujours pas retrouvé depuis. On l'a vu 20 minutes contre Manchester United, par-ci par-là, mais sinon, on l'a vu surtout parce que Manchester United était aussi réduit à 10, il faut aussi le mentionner. Non, mais 20 minutes, les 20 premières minutes. Ah, je pensais que tu parlais des 20 dernières, d'accord. Oui, dans les 20 dernières, bien sûr. Ça n'a rien à voir quand tu mènes et qu'en plus de ça, ton adversaire est en infériorité numérique, c'est plus facile de gérer un match. Ça, c'est sûr. Effectivement, et puis au final, dans ce match, on l'a vu à Nîmes, on l'a vu à Montpellier, on l'a encore vu contre Lorient. Rafinha, quand il est là, finalement, au milieu de terrain, ça tourne plutôt bien et il déçoit de moins en moins. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ben? Est-ce que tu penses que Rafinha devrait être titulaire dans les semaines à venir? Honnêtement, oui. Honnêtement, il a prouvé par ses rentrées, par la qualité de son jeu, son intelligence, qu'il méritait des titulaires. On l'a vu à Montpellier, il a été titulaire, il a fait un très bon match. Après, quand l'équipe est au complet et les joueurs au niveau, je pense que c'est un super joueur de rotation. Mais comme l'a dit Jo, à l'heure actuelle, les top players ne sont pas au niveau. Je mets Neymar à part. Bon, Mbappé, il a un statut d'intouchable, mais Di Maria, effectivement, n'est pas au niveau et je ne comprendrai pas pourquoi Rafinha, sur les 2 matchs qu'il reste contre Lille et contre Strasbourg, ne bénéficie pas d'une place de titulaire. Faudra voir déjà dimanche si Neymar ne joue pas contre Lille. Pourquoi pas voir Rafinha débuter? C'est un joueur qui a un gros coffre, une bonne technique, qui n'hésite pas à faire la bonne passe quand il faut. Donc oui, il mérite une place de titulaire au moins sur ces 2 matchs pour finir la saison des matchs allés en tant que meilleur joueur pour moi de cette phase allée dans le temps de jeu qui a été le sien. Après,
contre Lille. J'ai peur que Thomas Tuchel repasse sur un système à 4-3-3 parce qu'il sait que devant ça va très vite côté lillois. Il va vouloir absolument ne pas prendre de but. Et j'ai peur que Rafinha rentre à la mi-temps ou dans la dernière demi-heure pour aller chercher un résultat. Donc il va falloir voir qui sera dispo, notamment Neymar pour la partie offensive. Mais Rafinha est sans doute l'une des meilleures recrues de cet été et je ne comprendrai pas qu'il n'ait pas un statut plus important dans les prochaines semaines. Comme tu l'as bien dit, le PSG va affronter Lille dimanche, donc gros choc, hein, Lille qui revient d'une belle série, hein, ils ont gagné notamment contre Bordeaux, ils ont gagné à Dijon, leader hein, de la Ligue 1, donc là ça va être le premier qui va recevoir son dauphin. Qu'est-ce qu'il faut attendre en 2 mots, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce qu'on doit attendre? Est-ce que déjà quel est votre pronostic et comment vous voyez ce match pour dimanche? Moi, personnellement, je suis extrêmement pessimiste sur le match de dimanche. On n'a même pas dans les rangs, en tout cas du côté du PSG, il n'y a pas Neymar, qui est un peu celui qui fait un peu toutes les différences. Il n'y a pas Neymar, c'est pas encore sûr au moment où on enregistre ce podcast. Ouais, enfin franchement pour le coup, même s'il est là, pas sûr qu'il fasse les 90 minutes. Hein. Voilà, et en plus de ça, franchement Neymar dans le groupe. Côté PSG, côté Lillois, ça change. Neymar absent, c'est pas pareil. Sachant qu'il est sur le banc, bon, tu te dis que tu as quand même cette cartouche-là si jamais le match prend une tournure inattendue. Moi, je pense que Paris, pour le coup, peut vraiment être en grande difficulté face à Lille, comme il y a 2 ans, lorsqu'ils avaient été au stade Pierre-Mauroy et qui s'étaient fait écraser lors de cette rencontre, toujours avec le même entraîneur sur le banc par ailleurs. Donc, pour le coup, je vois pas, j'arrive pas à être optimiste et à imaginer un sursaut d'orgueil, un regain dans le jeu face à cette équipe de Lille qui est très en forme, que ce soit en championnat et aussi en Ligue Europa, donc qui sont bien meilleurs que le PSG dans le jeu, donc je vois pas pourquoi est-ce que ça changerait. Donc pour moi, je pense que Paris est vraiment est outsider dans cette rencontre et il va falloir aller, s'ils vont chercher un nul, ça sera un très bon résultat pour Paris. Pour être tout à fait franc. Donc voilà. Et après, on verra les conséquences de ce match si Paris perd et perd largement. On a entendu quelques rumeurs qui parlaient peut-être potentiellement d'un licenciement de Tuchel si les résultats ne vont pas dans le bon sens. On verra parce que ça sera la première partie de saison sous l'ère QSI que le Paris Saint-Germain n'aura pas remporté un seul match contre un gros. Et ils ont perdu contre Monaco, ils ont perdu contre Lyon, ils ont perdu contre Marseille et ils peuvent potentiellement perdre contre Lille. Donc ça fait énorme tâche. Écoute, moi je vais prendre un peu le contre-pied de Joe. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors oui, hein, techniquement, Lille c'est très solide. Ils enchaînent des super performances. Encore hier, t'as Timothée Weah. Donc c'est vrai quand on en discutait avec des amis, on s'est dit bon bah dimanche ça va faire ficelle contre nous, hein, comme d'habitude. Mais le PSG aussi cette saison a démontré qu'au pied du mur ils ont des ressources insoupçonnées. La victoire à Manchester, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, surtout quand Manchester revient à partout, qui aurait misé dessus. La victoire à Montpellier, l'équipe était loin d'être l'équipe type. Et pourtant, Paris a été faire un match très solide là-bas. Alors beaucoup diront qu'il n'y avait pas Neymar et Mbappé au coup d'envoi, ce qui a facilité les transitions, mais ils ont quand même été gagnés chez un concurrent direct, hein, comme on peut le constater sur le classement. Donc Paris va faire un grand match, ça j'en suis persuadé. Est-ce que ça va suffire? On verra. On va encore voir l'équipe qui sera annoncée, l'équipe qui va jouer. Hein, si c'est encore un système que Thomas Tuchel va nous inventer ou s'il va se reposer sur ses forces vives en présence. Mais j'ai bon espoir que Paris, au pied du mur, dernier gros match de la phase aller, parce qu'après ils recevront Strasbourg au Parc, qui s'annonce quand même comme un match un peu de fin de saison. Voilà, j'ai bon espoir que Paris aille faire un résultat. Alors peut-être pas une victoire, mais au moins un match nul solide qui permettrait aux joueurs de partir en vacances avec le sentiment de se dire que sur la deuxième partie de saison, ils vont pouvoir enclencher la deuxième pour aller chercher ce titre de champion de France. Et pour terminer ce podcast, les gars, je vous demande votre pronostic. Donc un score, vous voyez quoi? 2-1 pour le PSG. Et toi, Joe? 3-1 Lille. Ah oui.
Ah d'accord. Pas très optimiste. Donc moi je vais me mouiller aussi. Hein. Moi je vois un partout, mais un point très heureux pour les Parisiens. Donc je joue l'entre-deux. Donc voilà. En tout cas, ce fut une première très très intéressante et j'ai passé un très bon moment avec vous les gars. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui vont nous suivre pour de prochains épisodes. Je vous remercie et je vous dis à très vite. Et allez Paris. Pauletta dans la surface, la frappe. Le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le Portugais. Pedro Miguel Pauletta. Oh là 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 là. Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda.